Un orage magnétique, un trou dans la couche d'ozone, une antenne émettrice vieillissante. 4 chroniqueurs d'une émission de radio montpelliéraine ignorent que cette combinaison d'événements va les précipiter dans les couloirs de l'espace et du temps. S'apercevant qu'ils sont toujours écoutés, nos consciencieux professionnels décident de continuer coûte que coûte à faire leur travail. Depuis, ils errent d'époque en époque dans leur station de radio pour le plus grand plaisir des auditeurs. Ils sont perdus sur les ondes. 37e jour, conférence de rédaction. La place rouge était vide, devant moi marchait Stéphanie. Non, mais Elle avait un joli nom, mon guide, Stéphanie. Pierre, vous pouvez pas arrêter avec cette chanson, ça fait 3 heures que vous la chantez. Oui, pardon, mais c'est de circonstance quand même. Dites Stéphanie, vous pouvez me faire un petit béco? C'est pas mal celle-là. Oh non. Allez, approchez quoi. Non mais ça va pas, non, espèce de vieux satire libidineux. Ah, quelle femme. C'est moi. Dites, c'est à qui la bouteille de vodka que j'ai trouvée à moitié enterrée dans la neige devant la porte? C'est juste un reste de la soirée avec les Cosaques hier soir. Toi, Stéphanie, vous étiez trop fatiguée pour venir avec nous en ville. Vous vous souvenez? Alors on est parti sans vous avec Michel. Bah oui, en échange de nos vêtements de l'Allemagne de l'Est, qui devaient leur paraître terriblement exotiques, il faut croire, ils nous ont donné ces chapkas et ces doudounes, bien plus chaudes ma foi. Oui, cette petite bouteille fort agréable en bouche. D'ailleurs, un petit verre ne nous ferait pas de mal pour nous réchauffer un peu. Ça Non, caille Pierre, ici. non, sérieux. Ça se ferme. Zdorowie, Boscha. Ça fait du bien par où ça passe. Ça en effet. pue, ouais. Oh. Vous pouvez pas comprendre. Ah, les c'est un femmes. truc d'homme. Oula. Quand même, ça déchire. Hein. Vous savez, Stéphanie, notre métier nous impose de nombreux sacrifices. Sans compter que notre aventure est unique et exige beaucoup de... bon sang, de sang-froid. Voilà, de self-control, comme disent les Américains. On a donc parfois besoin d'un petit remontant pour tenir le coup, hein. C'est ça, ouais. Et ça sent très bon. Bon, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui, hein? Ils viennent de déterrer Rasputin, j'aimerais bien en parler. Ouh, très bien, parfait, super. Rasputin. Pierre, ça va? C'est bien ça. Bah oui, très bien. Franchement, quoi. Bon, Nathanaël, vous avez trouvé quelques indices dehors. Moi, je reste au bercail et je garde les meubles. Voilà. Des indices, d'accord. Bon, tout le monde est prêt? Ce serait cool qu'on me réponde quand même. Oui, Oui, c'est bon. on est prêt, on est prêt. Bon, alors, antenne dans 5, 4, 3, 1, 3, 4, 2, 4. Bonjour à tous, vous écoutez Radio Clapas, nous sommes le mercredi 23 février 1917. Il est midi. Ouais. Tout de suite, la quotidienne présentée par Pierre Beuchat et ses chroniqueurs. Camarade du XXIe siècle, salut à toi. Aujourd'hui, la Grande Russie nous ouvre ses bras. Le pays va connaître une nouvelle ère. Oui, marre de la guerre, disent les paysans. On en a jusque-là. C'est la révolution partout ici à Saint-Pétersbourg. À bas les blancs, vive les rouges, comme disent les Bordelais. Vous n'aurez pas l'Alsace et la Lorraine, comme ils disent. L'international sera le genre humain, même si pour ça, il faut qu'il y ait rupture de stock, de marteaux et de faucilles. Le Boscha, il supporte pas très bien l'alcool. Non, ça. mais là, franchement, j'ai honte, quoi. Qu'est-ce que vous racontez? J'ai bu qu'un petit verre, c'est tout. Hein. Oui, mais elle est particulièrement relevée, cette vodka Cosaque, Pierre. Méfiez-vous. C'est pas grave. Allez. Tout de suite, la météo. Il fait un temps pourri sur la majeure partie du pays, avec de la neige de Moscou jusqu'à Vladivostok. Oui, Pierre. oui, c'est ça. Non mais je peux bosser correctement, ça va, hein. C'est bon, pas de la leçon. Ça risque pas de s'arranger le temps. On annonce du verglas en mer Noire et des convières payés. Oh non. Quoi, elle est drôle. Oh, Stéphanie, vous êtes pas drôle. Bon, allez, maintenant c'est au tour de Nathanaël de nous parler un peu. Oui, Pierre. J'ai oublié les titres. Aïe, 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 aïe. Allez, on fait les titres, on efface tout, on fait les titres. Oh, pour les Romanov, c'est la... Comment on dit ça? C'est la merde. Hein. Oula. On parle même d'abdication pour Nicolas II. À cause de la pénurie alimentaire et de la vague de froid particulièrement froide qui touche le pays,
les Kazakhstanais du Kazakhstan se sont soulevés et 1 million de grévistes ils font la grève. Tout ce que les ouvriers réclament, c'est du pain. Qu'on leur enfile, a dit le tsar. Voilà. Ça, c'est de la réplique, hein. Ça, c'est envoyé, ça. Pas du tout, Ouais, là. c'est non, pas mal non, du là, tout. Là, faut faire quelque chose, là. Oui, Pierre, je peux savoir pourquoi on m'a coupé la parole? Oui, désolé Nat, mais je crois que Pierre n'est pas franchement dans son assiette là. Oh, mais parfaitement, mais parfaitement que Non. si, je suis complètement dans mon non. assiette. Oui, Pierre, eh bien en fait, je me trouve actuellement à l'intérieur d'un bâtiment sacré et secret, en plein centre de la ville de Saint-Pétersbourg. Chut. Pas d'imprudence, Nathanaël, hein. Sauf si ça peut nous rapporter un très gros scoop. Hein, comme toujours, mon petit Nathanaël. Eh bien, justement, Pierre, vous n'imaginez pas, je viens d'entrer dans un lieu de culte, Christi. Ouh, vous avez un lieu de culte à votre nom, ça c'est cool, ça. Je n'ai rien entendu. Les Christi, Pierre, ou les flagellants, sont une secte. De mangeurs de flageolets. Je n'ai rien entendu. Quoi? Il s'agit donc d'une secte secrète de fanatiques religieux qui entendent combattre le péché par le péché. Mais vous devez vous demander ce que je fais ici. Bah non, en fait, vous faites ce que vous voulez, vous êtes grand. Un petit peu quand même. Pierre, il se demande pas vraiment. Non. Eh bien, il se trouve que cette secte a un fidèle que nous connaissons très bien, le fameux Rasputin. Ah ouais, c'est donc ça. C'est quoi le rapport avec Poutine? J'ai pas compris. Hein. Cette secte liant l'érotisme et la religion, elle était prédestinée à croiser la route du moine le plus débauché de l'histoire. Mais je me dirige dans ce temple et je voudrais vous parler des rites pratiqués ici. Ah, vous avez enfin compris ce que j'essayais de vous apprendre lors de mon reportage en Égypte avec la déesse Hathor, mon jeune ami. Vous vous souvenez? Oui, enfin, je ne compte pas me mêler aux grandes scènes orgiaques qui clôturent les cérémonies non plus. Hein. Oh, vous me décevez. Dis donc, monsieur Fermat, si vous pouviez éviter d'intervenir à ma place, ce serait pas mal du tout, moi je pense. C'est une catastrophe. Je pense que sinon, pas l'alcool, un verre, il est dans les choux. Donc j'en reviens à mes fanatiques, si vous le voulez bien. Ils rejettent entièrement la religion chrétienne telle qu'elle est pratiquée dans cette Russie depuis le milieu du XVIIe siècle et considèrent la débauche comme une étape essentielle vers la purification. De fait, celle-ci est acceptée du moment que celui qui la commet s'en repent. Et comme ils pratiquent tous une sexualité très débridée, généralement entre eux, ils organisent de grandes cérémonies de repentir durant lesquelles les fidèles tournent sur eux-mêmes très rapidement au rythme d'une musique avec des fouets, des khlistes en russe, avec lesquels ils se flagellent le dos, le ventre, les jambes, la poitrine, toujours en tournant très vite sur eux-mêmes, et finissent complètement ivres du tournis. Oh, ivre. C'est comme Pierre, il en tient une sacrée couche de tournis. Ouais, je crois qu'on a trouvé. Ouais, je ne vous permets pas, Fermat, je suis parfaitement maître de mes mouvements, hein, et je suis aussi parfaitement maître de mes mots. Voilà. Lâchez ce micro, lâchez. Ah. Putain, fais chier. Ah, bordel de merde, ce fil, oui. là. Pourquoi il Donc, ivres du tournis, les fidèles se laissent tomber au sol et se livrent alors en général à des pratiques orgiaques, sexuelles donc, pour lesquelles ils ont encore une fois à se repentir bien sûr et donc à se livrer à une nouvelle cérémonie. J'entrouvre une porte qui me semble être celle du centre du temple et oh, ça pue là-dedans. Et il fait noir, j'y vois rien du... Bonjour mon frère, vous êtes en retard. Oui, non, en fait, je n'avais... Entrez pas- donc, cérémonie presque terminée. Vous arrivez juste à temps. Nous pouvons encore non, rattraper non, mais retard. en fait, non. Vous Non, mais pensez quitter. Quoi? Hein? Si nous nous y mettre tous pour fêter vous, Non, mon frère, mais- ça allait très vite. Allez, vous fermez porte Non, et non, non, déshabillez-vous. je veux pas, je ne veux pas, lâchez-moi! Bien, Non! bien. Oh, ouh là là, il a toujours le mot pour rire, ce Nathan. Bon, alors, où on en est là? Je crois que c'est à moi là. Oui, laissant la parole tout de suite à la matrioshka la plus célèbre de la FM. C'est Stéphanie, voilà, je veux parler de Stéphanie, de la rubrique toujours plus étonnante, hein, n'est-ce pas Stéphanie, n'est-ce pas? Ça va Pierre? Ben Oui, non, ça va ça très va bien, pas, moi non. ça va, mais tout à fait. Hein, c'est pas une larme de vodka qui va m'empêcher de faire mon travail. Si vous le dites. Ouais, voilà, je le dis. Bon, chut. Aujourd'hui, je vais aborder un des nombreux points obscurs qui ont entouré la mort de Rasputin, ce mystique prédicateur qui fut le guérisseur de la famille impériale. Ouh, mais c'est intéressant tout ça, dites-moi ma petite Non, Stéphanie, Pierre, qu'est-ce que vous maintenant avez... ça suffit. Pierre. Oh. Ça suffit.
Figurez-vous, chers auditeurs, que l'homme était bien mystérieux. Proche des Romanov, on le prenait parfois pour un guérisseur, et les moines faisaient régulièrement des prédictions. Une, au moins, va s'avérer exacte à ses dépens et à ceux de la famille impériale. En effet, il dit un jour à Nicolas II « Je mourrai dans des souffrances atroces. Après ma mort, mon corps n'aura point de repos. Puis tu perdras ta couronne. Toi et ton fils, vous serez massacrés ainsi que toute ta famille. Après le déluge terrible passera sur la Russie, et elle tombera entre les mains du diable. » Ah, c'est fascinant, hein. Wow. Oui, c'est enfin du moins ce que raconte la légende. Ce qui est vrai en revanche, ce sont les circonstances de sa mort. Bon, Pierre, maintenant ça suffit, vous allez au coin. Ouais, oh. Au coin. Eh, Allez, chut. Je veux plus vous entendre. Vous arrêtez ou je vous prise le micro. Elle déconne. Pierre, là. vous arrêtez ou je vous prise le micro. Voilà, non, il faut pas me faire ça. Alors, taisez-vous. Bon, d'accord. Voilà. À la fin de l'année 1916, Raspoutine est victime d'une tentative d'empoisonnement au cyanure qui échoue car le poison a été introduit dans un gâteau et la chaleur l'a rendu inactif. Un gâteau est une préparation, la plupart du temps cuite, à base d'une pâte agrémentée de crème, de fruits ou de chocolat. On peut citer un gâteau fameux, le Paris-Brest, création d'un pâtissier de Maison Lafitte, Louis Durand, qui, inspiré par la course cycliste du même nom, crée en 1910 une pâte à choux en forme de roue de vélo garnie d'une crème au beurre et d'amandes effilées. Ouais. Super, Michel, merci. Ah ben, entre l'un et l'autre, je vais pas m'en sortir. Hein. Je disais donc que le poison n'ayant pas agi, Raspoutine est alors sauvagement battu. Mais il ne meurt toujours pas. Il faudra 3 balles de pistolet pour l'achever, et encore, ces assassins vont jeter son corps dans une rivière gelée. Et chose incroyable, Michel, et oui, l'autopsie révélera la présence d'eau dans ses poumons, ce qui laisse penser que Raspoutine est mort noyé. Pierre, micro. Quoi? Ah si. C'est là en fait que la légende reprend. Tenez-vous bien, une rumeur raconte qu'une servante aurait découvert le pénis tranché sur les lieux du meurtre de Raspoutine et l'aurait conservé, pensant peut-être pouvoir s'approprier une partie des pouvoirs du moine. Pierre, on se calme. Quoi, il parle de pénis? Ah non, ça va pas, non, c'est vraiment... Ce pénis aurait ensuite été conservé dans un coffret de bois par un groupe de femmes russes expatriées à Paris qui vénéraient en ce membre un charme de fertilité. La fille de Raspoutine, Marie, eut vent de ce culte pour le moins étrange et demanda à ce que l'organe de son père lui fût remis. Elle le conserva jusqu'à sa mort en 1977. Ah oui, c'est chelou comme disent les jeunes. Oui, c'est un peu... Hein. Lors d'une vente aux enchères organisée à la mort de Marie, un certain Michel Augustine prétendit avoir acheté le pénis parmi d'autres objets ayant appartenu à Raspoutine. Mais ces illusions seront de courte durée. Lorsqu'il voulut le vendre à l'hôtel des ventes de Bonham, les officiels découvrirent rapidement qu'il s'agissait en fait d'un concombre de mer. On ignore si le vendeur avait voulu duper les acheteurs ou s'il s'agissait bien de l'objet vénéré depuis les années 1920 par les Russes. En 2004, le musée russe de l'érotisme ouvre ses portes à Saint-Pétersbourg. Parmi les objets présentés, on trouve des lettres du moine, ainsi que le supposé pénis conservé de Raspoutine, long de, tenez-vous bien, 29 cm. Le directeur du musée prétend l'avoir acheté à un antiquaire français pour la somme de 6 600 €, mais rien ne nous prouve qu'il appartenait bien au mystique. Mais si ce n'est pas le sien, à qui pouvait-il bien être? Ouh, ah ben oui, ça c'est du suspense. Hein. Merci à Rocco Siffredi pour sa chronique très très longue. On va passer tout de suite à la météo. Pierre, vous l'avez déjà faite, la Non, météo? j'ai pas fait, attendez. Je suis Pierre. Adagio Petrouchka de la Russie. Je vous présente la météo. Allez, Je crois qu'il faut le... temps pourri partout, il neige. C'est dingue comme il neige ici alors. À croire qu'ils Pierre, connaissent pas. c'est fait la météo. c'est que le Pierre, soleil. Pierre. Eh, bande de bolcheviques, laissez entrer le soleil, espèce Où de... va-t-il? Pierre, revenez. Pierre, Let Pierre, the sun Pierre, revenez, il fait shine. froid là. Let Pierre, vous allez the attraper sun mal. shining. Pierre, Arrête tout le monde. Mais qui est homme qui court dans la neige a un drôle de casque sur la tête? Ne faites pas attention à lui. Installez-vous, je vous en prie. Bon, eh bien, chers auditeurs, puisque Pierre est quelque peu indisposé, le voilà qui revient, je vais reprendre les rênes et passer la parole à Michel et à son invité. Hein. Aujourd'hui, chers auditeurs, je reçois un personnage exceptionnel. Son nom fait partie, sans jeu de mots, des grands noms de l'aventure du communisme au XXe siècle.
C'est un homme intelligent, déterminé, intransigeant. Et je dois vous avouer que l'invité d'aujourd'hui me rappelle un autre grand révolutionnaire que nous connaissons bien dans ce studio. Je veux parler de Robespierre. Da, moi adoré Robespierre. Mais m'étonne pas, nous allons voir que les points communs entre ces deux personnages sont nombreux. Léon Trotsky, bonjour. Bonjour camarade Fermat. Ça sonne bien, ça me rappelle ma jeunesse. N'importe quoi, vous étiez giscardien. Gaulliste, c'est pas pareil. Gaulliste. Bah moi, en ce moment, c'est un peu mou, même le matin. Bon, donc Léon Trotsky, vous avez lu Marx et vous vous êtes dit je veux appliquer ça dans mon pays, la Russie. Da, Marx, truc génial. Mais êtes-vous conscient du fait que Marx a élaboré ses théories en pensant à des pays industrialisés et démocratiques, comme l'Angleterre ou la France? Vous vouloir dire quoi exactement? Eh bien, la Russie est un peu, comment dirais-je, moins avancée que les pays précités. Vous traitez-nous d'arriérés? Comment osez-vous? Russie a engendré nombre d'artistes et d'intellectuels majeurs. Non, certes, mais le peuple est encore composé de paysans incultes et étrangers à toute notion de démocratie. Pour eux, la Russie a été et sera toujours dirigée par un empereur. Peuple suivra. Même si au début nous devoir lui imposer notre doctrine. Peuple verra que c'est pour son bien. Dans 20 ans, Russie aura réalisé utopie communiste. Je vais vous exposer la pensée d'un philosophe de chez nous, Albert Camus. Il prétend que la liberté des générations futures ne peut pas s'obtenir par la privation de liberté des générations actuelles. Albert Camus? Moi pas connaître. C'est normal parce que là il a 3 ans. Que dire-vous? Non, rien. Vraiment bizarre cet homme. Bref, avant d'être interrompu, je me faisais la réflexion que votre conception du changement par la force n'est décidément pas sans me rappeler Robespierre, comme je le disais en introduction. Moi, répétez-vous, Robespierre être grand révolutionnaire. Moi, admirer ce genre de personnage. Oui, mais sa politique impitoyable s'est finalement retournée contre lui. Je vous rappelle qu'il a terminé comme nombre de ses ennemis sur l'échafaud. Moi, être prêt à mourir un martyr de la révolution s'il faut. Dans ce cas, vous êtes sur la bonne voie. Que dire-vous? Non, sérieusement, Léon Trotsky, pensez-vous réellement qu'une idéologie aussi rigide que le marxisme puisse s'appliquer à une espèce aussi instable que l'humanité? La stabilité s'apprend. Ah oui, c'est ça, oui. Dans les monastères bouddhistes. Oui, mais la Russie n'est pas bouddhiste que je sache. Toutes les religions doivent être bannies. Matérialisme être seule pensée rationnelle. Stabilité sera d'abord imposée, puis admise comme bienfait pour citoyens. Et toujours cette vieille idée de sacrifice du présent en vue d'un avenir radieux. Oui. Ça être inévitable, tout devoir se mériter. Vous avez peut-être raison. Ah, bien sûr, moi raison. Vous êtes un grand démocrate, hein. Bon, vous savez, prendre en charge le bien-être des autres, c'est faisable avec, je sais pas moi, des poulets, un peu d'espace, du maïs, un tas de fumier, ils sont contents. Avec les humains, c'est un peu plus complexe. Être rationnel suffire, vous dis-je. Donc, être inhumain finalement. Que dire-vous? Non. Bon, écoutez, Léon Trotsky, merci de votre venue et bon courage. Vraiment bizarre ici. Être grand temps, chose change. Non mais laissez tomber. Ne vous inquiétez pas, pas toujours comme ça. Mais enfin, mais reviens Léon. J'ai les mêmes à la maison. C'est moi. Bah alors c'est vrai, il va en bourrer, Pierre. Mais Nathanaël, vous êtes en slip. Il est tout nu. C'est tout ce que j'ai pu sauver. Bon, j'espère qu'on arrivera en Bon, là, 2010 qu'il arrête de chier. Un petit codo pour fêter le retour de Kipinski. Non, lâchez cette bouteille pour l'amour de Dieu, une bonne fois. C'est clair, il va en bourrer, il a prononcé buvez un mon verre nom d'eau. correctement. Mais où est-ce qu'on a atterri? On a encore un endroit où ça caille. Oh, regardez, c'est drôle, la fille là-bas en combinaison fluo. Elle ressemble à Stéphanie. Quelles incroyables aventures attendent nos intrépides amis. Parviendront-ils un jour à rentrer chez eux? Qu'est-ce que les auteurs de cette série ont encore inventé pour maintenir artificiellement le suspense? Vous le saurez dans le prochain épisode de Perdu sur les ondes.